Voilà, sans plus tarder, nous allons donc ouvrir cet après-midi d'échanges autour d'un certain nombre de thématiques qu'il m'est donné de présider, d'animer, puis de modérer dans l'ordre des choses, c'est dire si on me fait confiance. D'abord, je voudrais remercier mes collègues, Joanne Saison et Christophe Mondou, pour l'organisation de cet événement, ainsi que l'ensemble des institutions partenaires. C'est une thématique qui est absolument passionnante, qui vous intéresse, j'imagine, grandement, et moi aussi, parce qu'elle réunit deux de mes passions, à savoir à la fois le droit du numérique, que j'ai le plaisir d'enseigner ici en étant le responsable du Master 1 et du Master 2 dans ce domaine, et aussi le droit administratif que j'enseigne depuis maintenant une dizaine d'années et 6 ans dans cette maison en tant que maître de conférence. Je vais donc sans plus tarder passer la parole à notre première intervenante de l'après-midi, Élise Untermaier-Kerlo, qui va nous exposer sa vision des nouveaux visages de décisions administratives, d'une administration assistée à une administration automatisée. On a beaucoup parlé ce matin de cette évolution vers l'automatisation des fonctions administratives, peut-être même que l'administration risque d'y perdre une partie de son âme, de sa raison d'être même. Nous verrons cela tout de suite, et je vous cède la parole. Et je remercie tout particulièrement les organisateurs et Joanne Saison, je ne sais plus où elle est, devant, que j'ai rencontré dans le cadre de l'Observatoire de l'éthique publique avec Mathieu Caron, qui en est le directeur général. Alors, Joanne m'a confié un très beau sujet qui porte sur les décisions administratives algorithmiques, c'est-à-dire de décisions administratives qui sont prises par ou à l'aide d'un algorithme. Alors je vais me permettre de commencer très simplement par vous donner la définition d'un algorithme. Après tout, ce n'est pas si évident que ça. Un algorithme constitue une suite finie d'étapes ou d'instructions qui produit un résultat à partir d'éléments, de données fournis en entrée. En ce sens, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Pour qu'un algorithme puisse être mis en œuvre par un ordinateur, il faut qu'il soit transcrit en un programme informatique que l'on appelle le code source, donc dans un langage de programmation qui va ensuite être exécuté par un logiciel. Alors, bien sûr, tout algorithme ne débouche pas, en tout cas pas directement, sur la prise d'une décision. Les algorithmes sont utilisés pour mener des études, produire des statistiques, pour proposer à l'internaute de nouvelles idées de produits à acheter, de musique à écouter, de films à voir. Et les algorithmes qui nous intéressent ici sont des algorithmes décisionnels, soit qu'ils prennent eux-mêmes une décision, soit qu'ils constituent ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision, un OAD. Alors, les algorithmes décisionnels sont présents dans le secteur privé. On sait très bien qu'un établissement de crédit ou une société d'assurance peuvent confier à un automate le soin d'évaluer la solvabilité d'emprunteurs potentiels ou la santé de leurs futurs assurés avant de leur accorder un crédit ou une assurance. Les algorithmes décisionnels sont également très prisés par l'administration publique. Ils permettent par exemple de calculer le montant des impôts, de calculer le montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités, de prioriser des demandes de logement social. Ils sont également très présents dans la gestion des ressources humaines et au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, on le sait, les décisions ayant trait à l'affectation des élèves dans les établissements scolaires et universitaires mobilisent très largement l'algorithme, avec par exemple AffleNet pour l'affectation des élèves de 3e au lycée, bien sûr Parcoursup, qui remplace l'ancien système admission post-bac, APB, et c'est encore un algorithme qui affecte les étudiants après le concours de fin de PACES, première année commune aux études de santé. Dans le secteur de la santé, l'attribution des organes aux patients en attente d'une greffe est également décidée à l'aide d'un algorithme d'appariement des greffons qui est géré par l'Agence de la biomédecine. La Haute Autorité de santé propose encore un outil d'aide à la décision algorithmique pour l'admission des soins, pour l'admission des patients en soins de suite et de réadaptation, SSR. Donc, des algorithmes très nombreux et qui peuvent fonctionner de manière très différente. Par exemple, l'algorithme qui est utilisé pour l'affectation des étudiants après la première année de PACES, ou encore l'algorithme sur lequel reposait le système APB, sont ce qu'on appelle des algorithmes d'affectation.
C'est-à-dire que ce sont des algorithmes, ce sont des variantes, des applications de l'algorithme dit des mariages stables, présenté en 1962 par deux mathématiciens, David Gale et Lloyd Shapley. Et le but de ces algorithmes d'affectation est de réaliser des mariages stables, c'est-à-dire que hommes et femmes, c'est la métaphore du mariage qui a été employée par les mathématiciens en question, hommes et femmes désignent au préalable les personnes de sexe opposé qu'ils jugent acceptables et les classent sans ex-aequo. Et l'algorithme construit ensuite une liste de couples pour lesquels l'adultère est impossible. Pourquoi ? Parce que dans la configuration retenue, si un homme souhaite tromper sa femme avec une autre, eh bien celle-ci préférera son actuel mari à l'homme en question et donc refusera l'adultère. Inversement, si c'est une femme qui trouve un homme plus à son goût que son actuel mari, ça peut arriver, l'homme en question... Mais, bon... Non, n'enregistrez rien. Je ne veux pas avoir des problèmes au retour. L'homme en question ne serait pas d'accord, préférant son épouse à la femme en question. Donc, sur APB, les élèves hiérarchisaient ainsi jusqu'à 24 vœux, et c'est l'algorithme des mariages stables qui utilisait automatiquement ces choix pour les affecter dans les filières et trouvait la moins mauvaise des solutions, étant donné les préférences des élèves et des filières. En revanche, Parcoursup, ce n'est pas, au sens strict, un algorithme d'affectation, puisque l'affectation n'est plus automatique. Des vœux sont émis par les candidats, mais vous le savez, c'est d'ailleurs assez contesté, ils ne sont pas classés, et donc les filières doivent étudier toutes les propositions qu'elles reçoivent et faire des propositions, et c'est aux candidats de décider quelle proposition ils préfèrent et éventuellement de se réserver le droit d'attendre une meilleure proposition, ce qui explique, là aussi, ce qui est très contesté, puisqu'on est à l'heure du bilan de cette première année de fonctionnement de Parcoursup, ce qui explique que le calendrier est beaucoup plus long parce que l'algorithme n'est pas implémenté sur un serveur informatique. Alors, en France, les algorithmes sont plutôt connotés assez négativement. Ils sont associés à l'idée de boîte noire, alors qu'à l'origine, ils ont été conçus pour améliorer l'efficacité des procédures administratives et favoriser une égalité, une équité de traitement entre les candidats. L'usage d'algorithmes apporte la garantie d'un traitement uniforme des administrés. Il prémunit les administrés contre les erreurs des agents, les divergences d'interprétation, voire contre le risque d'arbitraire. Et certains soulignent que la plateforme Admission Post-Bac a permis de mettre fin à un système quasi mafieux où le passe-droit avait sa place. Et c'est aussi APB qui a mis fin à d'interminables files d'attente devant les établissements universitaires. Alors, les polémiques suscitées autour d'APB ont créé un climat de défiance généralisé à l'encontre des algorithmes, alors même, j'y reviendrai plus tard, que les difficultés rencontrées par APB n'ont pas vraiment à voir avec le fonctionnement de l'algorithme en tant que tel. Mais j'y reviendrai. Malgré la crainte que suscitent les algorithmes, le droit vient d'opérer un changement majeur dans le champ de l'action administrative en autorisant les décisions administratives individuelles automatisées. En effet, c'est la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, dont on a parlé ce matin, qui est donc adapte le cadre européen de protection des données personnelles et notamment le fameux RGPD. Et donc l'article 14 du projet de loi, qui est devenu l'article 21 de la loi du 20 juin 2018, modifie l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la loi dite informatique et liberté, et elle opère un renversement de principe en autorisant le recours aux décisions administratives individuelles automatisées, c'est-à-dire aux décisions, je martèle les mots volontairement, prises sur le seul fondement d'un algorithme. Ce renversement de principe inquiète beaucoup. En particulier, les sénateurs ont tenté en vain d'en limiter la portée, d'en limiter le champ. Mais il me semble que, et ça sera l'objet principal de mon propos, ce n'est pas le renversement du principe et donc l'autorisation des décisions administratives automatisées en tant que telles qui doivent susciter la crainte. Notre attention doit davantage se focaliser sur tout ce qui entoure l'édiction de ces décisions. Autrement dit, nous ne devons pas avoir peur des algorithmes, mais nous devons nous soucier des garanties qui entourent la mise en œuvre, en amont comme en aval, de la décision automatisée. Or, les garanties que prévoit la loi du 20 juin 2018 s'avèrent largement insuffisantes. Alors, tout d'abord, premier point, l'autorisation des décisions administratives individuelles automatisées, une évolution juridique qui me semble bienvenue. Avant la loi du 20 juin 2018,
les décisions publiques ou privées d'ailleurs, prises sur le fondement d'un algorithme, étaient encadrées par cet article 10 que vous avez à l'écran, qui est l'ancien article 10. Ancien article 10. Alors, l'alinéa premier, je l'évoque pour ne plus y revenir, parce que sinon je serais hors sujet, on peut en dire beaucoup. C'est l'alinéa qui concerne les décisions de justice et qui nous dit « Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. » Donc, et ces dispositions n'ont pas évolué avec la loi du 20 juin 2018. En revanche, et c'est l'alinéa sur lequel on va le plus travailler, l'article 10, alinéa 2, interdisait toute décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Autrement dit, ces dispositions autorisaient les décisions prises non pas sur le seul fondement, mais à l'aide d'un traitement automatisé de données. Si bien que la rédaction de l'ancien article 10 reposait sur une distinction particulièrement délicate à mettre en œuvre entre deux catégories de décisions. D'une part, les décisions prises sur le seul fondement. Alors, ce sont celles qui sont en dessous, en fait. Je commence par la ligne du bas. Les décisions prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé, qui étaient interdites jusqu'ici, et d'autre part, celles qui sont prises sur le fondement d'un tel traitement, qui sont donc prises seulement à l'aide d'un algorithme. Et je vous rappelle que c'est sur ce fondement que la CNIL, sur le fondement de ces dispositions de l'article 10, l'interdiction posée par l'article 10, que la CNIL a remis en cause le système APB par une décision de 2017 que vous avez ici à l'écran, et a enjoint au ministère de l'Enseignement supérieur de prévoir une intervention humaine permettant de tenir compte des observations des personnes. Pardon. Donc, cette distinction entre ces deux catégories de décisions que je viens de vous présenter est particulièrement délicate à mettre en œuvre et pose de nombreuses questions. Pour faire court, lorsque l'algorithme est présenté comme un outil d'aide à la décision, mais que les décisions qu'il propose sont systématiquement suivies par les êtres humains, alors l'intervention humaine n'est qu'apparente. Si bien qu'on se rend compte que l'enjeu principal, en définitive, ce n'est pas celui d'une intervention humaine entre la décision algorithmique et sa notification au destinataire, puisqu'on peut s'interroger sur l'effectivité de cette intervention humaine. L'enjeu, c'est une intervention humaine ab initio et a posteriori. C'est pourquoi l'interdiction des décisions administratives automatisées a été levée par la loi du 20 juin 2018. Alors, la loi met en œuvre, l'article 22 du RGPD, qui est rédigé de manière assez hypocrite, puisqu'il commence par consacrer le droit de toute personne, le droit d'une personne de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant, ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Mais ensuite, ce droit est vidé de sa substance, puisque le règlement, l'article 22, prévoit de très larges exceptions, et notamment celles qui nous intéressent. Il autorise le recours aux décisions automatisées, prises sur le seul fondement d'un algorithme, lorsque le droit d'un État membre le prévoit. Et donc, le législateur français s'est appuyé sur cette marge de manœuvre que lui confère l'article 22 du RGPD, et donc, voici le nouvel article 10, issu de la loi du 20 juin 2018, qui est présenté sur le même modèle que l'article 22 du RGPD, c'est-à-dire que l'article 10 commence par énoncer qu'aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, à l'exception, et c'est l'exception qui nous intéresse ici, c'est le sujet, des décisions administratives individuelles. Donc, il s'agit là d'une innovation juridique considérable, pour reprendre les termes de la sénatrice qui rapportait sur le projet de loi, Madame Joissains, puisque ce texte ouvre la voie
à l'automatisation de n'importe quelle décision administrative individuelle, depuis la liquidation d'un impôt jusqu'à l'expulsion d'un étranger, en passant par la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Donc c'est un changement majeur. Et les sénateurs se sont montrés au cours des débats très hostiles à ce changement dont ils ont essayé de limiter la portée. Les sénateurs, je résume leur position, mais les sénateurs ont essayé de limiter le recours aux décisions administratives automatisées dans les seuls cas où l'administration est en situation de compétences liées, c'est-à-dire quand elle n'a pas de pouvoir d'appréciation, quand elle n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Par exemple, lorsque le règlement d'un concours interdit de se présenter plus de 3 fois successivement, eh bien, la décision refusant à un candidat l'admission à concourir peut être automatisée parce que dans ce cas-là, l'administration est en situation de compétences liées. Là, les sénateurs trouvaient au contraire que l'automatisation était tout à fait souhaitable et permettait de gagner du temps. Mais en revanche, lorsqu'il y a pouvoir d'appréciation, par exemple, lorsqu'il s'agit, avant de prendre la décision d'expulser ou non un étranger, lorsqu'il s'agit d'apprécier si cet étranger constitue une menace pour l'ordre public, alors là, il y a pouvoir discrétionnaire, il y a marge d'appréciation, et donc les sénateurs considéraient que les décisions ne pouvaient pas être automatisées. Vous avez deviné, ils n'ont pas réussi à imposer leur vue, et bien que je salue leur travail particulièrement approfondi, bien plus approfondi que celui mené parallèlement par les députés, je crois qu'ils ont mal ciblé leurs attaques. Ils ont mal ciblé leurs critiques, et ils auraient dû davantage insister sur la nécessité de garanties appropriées. Donc j'en viens au deuxième point de mon propos, la nécessité de garanties appropriées qui, quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 12 juin 2018, a trouvé que le législateur avait mis en œuvre toutes les garanties qu'il fallait, ces garanties me paraissent très insuffisantes. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je n'entrerai pas dans les détails, mais fort heureusement, la loi pose des exigences en termes de transparence. Elle va même plus loin puisqu'elle pose une exigence d'explicabilité. Mais donc c'est très bien. Mais je n'en dis pas plus puisqu'il y a une intervention juste après moi sur la transparence. Donc je m'arrête là. Enfin, on pourra aussi en reparler dans le cadre des débats. Mais donc il y a des garanties en termes de transparence et même plus d'explicabilité. C'est une bonne chose. Mais en revanche, la loi n'assure pas du tout, ne prévoit pas de manière assez précise une intervention humaine effective en amont comme en aval de la décision automatisée. Tout d'abord, l'article 10, le nouvel article 10 de la loi informatique et liberté évoque simplement l'interdiction de traiter des données sensibles, reprenant les dispositions sur ce point de l'article 22 du RGPD. Les données sensibles, c'est-à-dire les données mentionnées à l'article 8 de la présente loi, de la loi 78. En revanche, et ça me paraît être une lacune tout à fait regrettable, le nouvel article 10 ne conditionne pas le recours à des décisions automatisées au fait de disposer de données fiables et collectées de manière loyale. On a évoqué le principe de loyauté ce matin, il n'apparaît pas dans cet article, dans cette version. Plus grave encore, le nouvel article 10 ne subordonne pas le recours aux décisions administratives automatisées à l'existence de critères précis et préalablement définis par le pouvoir législatif ou réglementaire. Et à mon avis, c'est là que les sénateurs auraient dû concentrer leur tir. Finalement, parce que c'est à ce stade de la définition des critères et de la façon dont on va les implémenter, dont on va les donner à traiter par la machine, c'est à ce stade que réside le pouvoir d'appréciation de l'administration qui ne disparaît pas avec l'automatisation de la décision. Simplement, le processus décisionnel est différent et le pouvoir d'appréciation se situe en amont, au stade de la définition des critères, bien sûr, puis après, au niveau de l'implémentation de l'algorithme. Et finalement, on se rend compte, en lisant l'article 10, qu'on n'a tiré aucune leçon de ce qui s'est passé avec APB. Comme je vous le disais en introduction, le dysfonctionnement de ce système APB n'était pas imputable à l'algorithme lui-même, mais à l'indétermination, à l'opacité et à la nature même des critères qui ont été posés par la loi et qui ont été mis en œuvre par l'automate. Vous le savez,
Ces problèmes sont apparus avec les licences dites en tension, c'est-à-dire des licences qui ne peuvent pas sélectionner les étudiants, mais qui ne pouvaient pas non plus accueillir tout le monde, faute de place. Et donc le ministère a donc intégré au système un algorithme de classement qui procédait au classement des candidats sur la base de l'article L612-3 du Code de l'éducation, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Et donc on voit bien que ces critères demandent à être interprétés, ne serait-ce que celui du domicile. Est-ce qu'on prend en compte la distance qui sépare le lieu de résidence du candidat et l'université, ou alors est-ce qu'on privilégie les candidats qui habitent plus loin, mais qui sont dans l'académie? Première question qui n'était pas du tout réglée en amont. Situation de famille, qu'est-ce que ça veut dire? On privilégie les étudiants qui sont issus de familles monoparentales, les étudiants qui ont des enfants, là encore, aucune précision à ce point. Et puis, le plus grave encore, contrairement à ce que préconisaient les chercheurs en informatique, l'algorithme de classement tenait compte de l'ordre des vœux des candidats, qui est une question actuellement très, très contestée. Donc il s'agissait, et on comprend la raison d'être de ce critère, on privilégiait les candidats les plus motivés. Le problème, c'est que la prise en compte de ce critère, elle entraîne des comportements stratégiques, ce qui fait, elle conduit les candidats à ne pas classer leurs vœux de manière sincère et engendre des ruptures d'égalité. Et donc les chercheurs disaient bien, il faut que les candidats classent leurs vœux pour que l'algorithme fonctionne, mais il ne faut pas que la manière dont le candidat classe ses vœux soit connue et utilisée par les formations pour classer elles-mêmes les candidats. Les chercheurs n'ont pas été écoutés sur ce point. Et les chercheurs dénoncent d'ailleurs le manque d'interaction, on en parlait ce matin, ils dénoncent une véritable coupure entre le monde académique et les sphères décisionnaires, alors même qu'en France, la recherche informatique sur les algorithmes est particulièrement développée, l'administration publique n'associe pas, ou trop peu, les chercheurs. Alors c'est une question de volonté politique, mais c'est aussi une question de manque de personnel, d'où ma question de ce matin, puisqu'il n'y a pas assez de personnel dans les services statistiques des ministères pour mettre à disposition des chercheurs les données anonymisées, bien sûr, donc pour leur permettre de travailler. Enfin, dernier point, bien, la loi ne prévoit rien non plus sur l'intervention, enfin pas grand-chose du moins, sur l'intervention humaine, cette fois-ci en aval de la décision algorithmique. Là où s'exerce, je reprends les propos de Joanne, là où s'exerce un éventuel pouvoir de dérogation justifié par la particularité, la spécificité d'un cas d'espèce. Alors, le nouvel article 10 prévoit simplement, c'est dû à une initiative des sénateurs, alors c'est l'écran suivant, pardon, c'est la suite de l'article 10. Le nouvel article 10 prévoit simplement qu'aucune décision par laquelle l'administration se prononce sur un recours administratif ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. C'est très bien, mais la loi ne prévoit nullement la possibilité pour une personne qui fait l'objet d'une décision administrative automatisée, de présenter des observations. Alors évidemment, on peut s'en remettre aux règles générales du CRPA, du Code des relations entre le public et l'administration. Mais s'agissant de décisions automatisées, il me paraissait important, et même indispensable, de prévoir à quel moment précis et sous quelle forme une procédure contradictoire peut intervenir dans le processus décisionnel. D'autant plus que les algorithmes permettent souvent de prendre des décisions de masse qui concernent des milliers, des centaines de milliers de personnes. Donc l'organisation de la contradiction suppose des moyens humains et matériels très conséquents. Et donc, encore une fois, l'article 10 issu de la loi de 2018 est complètement muet à ce sujet. Voilà, donc je suis très critique, vous l'avez compris, sur l'absence de garantie appropriée. Encore une fois, je n'ai rien dit de la transparence. J'aurais eu un propos un peu plus positif si j'avais parlé de transparence et d'explicabilité. Donc il y a quand même des choses, mais ces garanties de transparence ne suffisent pas. Il faut bien comprendre qu'une décision automatisée, une décision dite automatisée, n'exclut pas l'intervention humaine. Sauf que l'intervention humaine, elle se fait soit très en amont, soit très en aval, et la loi n'en dit rien du tout. Donc, je conclurai en disant, n'ayons pas peur des algorithmes, mais exigeons plus des hommes qui sont derrière.
Merci. Chers collègues, je vous remercie vivement pour cette intervention effectivement judicieusement critique et je pense qu'il va faire naître un certain nombre de questions. J'en ai moi-même quelques-unes qui ont émergé, notamment sur la question évidemment du pouvoir d'appréciation réel de l'administration, de la puissance publique. Que reste-t-il finalement à l'administration puissance publique? Mais si on veut garder une toute petite chance de faire une pause